Hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je voulais vous faire mon petit bilan du mois de janvier, sachant que je suis plutôt contente de moi, vous allez comprendre pourquoi. Pour commencer, j'ai lu 4 livres au mois de janvier. Je vais essayer de vous les montrer dans l'ordre chronologique, ce serait une bonne idée à faire pour les prochains mois aussi. Le premier livre que j'ai lu cette année, donc, c'est Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco. Ce livre, c'est Émilie du conte Le Bouquinarium qui me l'avait offert mon anniversaire et il me faisait super envie, donc il a pas fait long feu dans ma pile à lire. Ce roman se passe en Sicile. Alors, j'ai pas réussi à savoir à quelle époque ça se passait, mais pas à notre époque. On fait la connaissance de Emilia et sa sœur jumelle Victoria qui travaillent, qui vivent avec leur famille et qui travaillent dans le restaurant familial. Il y a leurs parents et leur grand-mère. C'est une famille de Strege, donc de sorcières. Un jour, Victoria disparaît et Emilia la cherche partout. Elle la retrouve, en fait, celle qui retrouve son corps, en fait, elle est décédée. Il y avait un homme qui était présent en fait sur la scène du crime vu qu'elle a été tuée. Et Emilia pense qu'il s'agit d'un chasseur de sorcières. Elle va découvrir les secrets de sa sœur jumelle parce que sa sœur jumelle avait plein de secrets, sauf qu'elle va tomber sur son journal intime et elle va découvrir que sa sœur faisait des choses qui étaient un peu mêlée à la magie noire et aux démons. Et Emilia veut absolument savoir qui a tué sa sœur parce qu'elle veut se venger tout simplement. Elle utilise un sortilège en gros qui appelle un démon pour lui soutirer des informations, sauf qu'elle va pas se retrouver avec n'importe quel démon, mais avec un des princes de l'enfer. Il y a 7 princes de l'enfer qui sont les personnifications des 7 péchés capitaux. Et elle va affaire à la colère qui va l'aider en gros parce qu'ils sont plus ou moins liés. On est embarqué dans une histoire assez dark, là c'était plutôt sombre. La fin était vraiment ouf. J'ai beaucoup aimé l'intrigue là, la magie, la relation entre les deux sœurs, enfin vraiment le côté famille. La grand-mère elle c'est vraiment, elle connaît toutes les traditions, tous les secrets des sorcières, etc. Pour moi, il y a eu un creux au milieu qui a fait que c'était pas un coup de cœur ou quoi, parce que c'était assez répétitif. Il y avait un schéma qui s'est répété 2-3 fois. Et voilà, c'est retombé. Par contre, je savais qu'à la fin, il y allait y avoir une révélation parce que il y a pas mal de secrets, que ce soit du côté de la sœur d'Emilia, que ce soit du côté du prince de l'enfer. Là, il y a pas mal de secrets qui vont ressortir. On sait que ça va ressortir. Et j'avais peur de la fin et pas manquer la fin au loulou. Ou loulou. Donc j'ai beaucoup trop envie de découvrir la suite de ce roman. J'ai mis un 4 sur 5. Après ce livre, je me suis embarquée dans une nouvelle lecture commune avec Emily du conte Amy Bookworm, comme d'habitude, Empire of Storms, le tome 5 de la saga Throne of Glass de Sarah J. Maas. Et ce livre était incroyable, 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 du début à la fin. Le tome précédent, c'était mon tome préféré. Ben, j'ai changé d'avis, c'est celui-là mon tome préféré. C'était ma meilleure lecture du mois de janvier. J'ai trop aimé parce que d'habitude, dans les Sarah J. Maas, elle prend son temps pour installer ses personnages, l'intrigue, tout ça. Et c'est à partir de la deuxième partie que ça devient assez prenant. On commence à tourner les pages vraiment en mode oh, qu'est-ce qui va se passer et tout. Il y a plein de secrets qui sont révélés, il y a des éléments qu'on attend avec impatience qui arrivent. C'est souvent dans la deuxième partie. Donc la première partie, moi ça me dérange pas que ce soit un peu plus lent, il n'y a pas de souci, mais en fait dans celui-ci, il n'y avait pas de temps mort. On reprend directement à la fin du tome 4 là, et de là à là, c'est totalement explosif, on a des révélations, de l'action, il y a de la romance, parce que c'est un Sarah J. Maas, c'est toujours de la romance. Franchement, cette saga est complètement dingue. Si vous avez lu ACOTAR, vous savez très bien que le tome 1 n'est pas représentatif de la saga. Eh bien, c'est un peu ça pour cette saga aussi. Le tome 1, 2, c'est des tomes introductifs et vraiment, les personnages, leur psychologie, l'état où ils sont là au début, ça n'a rien à voir avec la suite. Leur évolution elle est ouf, il se passe tellement de choses que on est complètement embarqué dans un autre délire. On peut pas voir venir les choses qui se passent dans ce tome.
ni dans les autres en fait. C'est ça qui est incroyable avec Sarah J. Maas, c'est que elle nous sort des choses de son tiroir qui sont pas prévisibles au final. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'on sait jamais comment on va être mangé. C'est sûr qu'on va être mangé, mais on sait pas à quelle sauce. La fin, encore une fois, était dingue. Et elle promet une suite encore plus dingue. Lisez Sarah J. Maas, s'il vous plaît. Je vous conseille cette saga, comme d'habitude. En français, elle est disponible chez La Martinière Jeunesse. Ils ont retravaillé leur traduction initiale. Le tome 1, 2, 3, 4 est déjà traduit, enfin sont déjà traduits, sachant que le tome 4 est en 2 parties. La deuxième partie va sortir le 5 mars, si je me trompe pas. Et je vous disais justement tout à l'heure que dans la deuxième partie du tome 4, c'était complètement dingue. J'avais adoré. Et voilà, donc je pense que c'est cette partie-là qu'il va y avoir, ça va être super intense. Bref, vous n'avez plus d'excuses, vous pouvez le lire en anglais, en français. Mais lisez-le, voilà, parce que vous n'êtes pas prêts pour ce qui vous attend. C'est juste l'iceberg, enfin le haut de l'iceberg, vous voyez, le tome 1, le tome 2, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Et après, le reste de la saga, c'est vraiment un truc, un univers complètement malade. J'ai l'impression que c'est souvent ça avec Sarah J. Maas, parce qu'elle nous donne des petites infos par-ci par-là, et au final, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose de plus élaboré qui va arriver. Et voilà, et on n'est pas prêt, quoi. Bref. Celui-ci c'était donc un 5 sur 5. Je suis repassée au français après pour faire un peu une pause. Je voulais lire celui-ci parce que c'était un service presse et donc je voulais pas trop le garder dans ma pile à lire trop longtemps. Il s'agit de The Bone Season, le tome 1, saison d'os de Samantha Shannon. Je crois que j'ai mis un 3 parce que pour moi ça manquait d'explications. En fait, les explications arrivent au milieu. Et pour moi, c'est trop tard. Ça m'a un petit peu bloquée dans mon avancée, dans ma lecture. J'étais moins motivée à lire au final parce que je comprenais pas tout, parce que j'avais pas assez d'informations sur la toile de fond, sur comment le système fonctionnait. Et c'est ça qui m'a un petit peu fâchée avec ce livre. Dans cette histoire, on fait la connaissance de Paige, qui est une marche-rêve, c'est-à-dire que c'est une clairvoyante. Les clairvoyants, ce sont des gens qui ont un don en rapport avec la mort, donc qui vont par exemple voir les fantômes, qui vont communiquer avec eux, qui peuvent, j'en sais rien, lire les cartes, lire les feuilles de thé, enfin voilà. Des dons, voilà, toujours autour quand même de l'univers des fantômes, des morts et tout et tout. On est dans un Londres du futur qui s'appelle Sion Londres, c'est en 2059. Et dans ce futur-là, donc comme je vous dis, il y a des clairvoyants. Sauf que les clairvoyants sont mal vus et tout simplement ils se font arrêter et tuer. Donc Paige vit cachée, plus ou moins on va dire, elle doit cacher son don. Hein. Et elle fait partie d'une espèce de société secrète, enfin je sais pas comment dire, c'est la pègre en gros, donc elle fait partie d'un espèce de gang de clairvoyants. Elle a la possibilité de sortir de son corps et de un peu explorer les alentours, de voir les âmes des morts qui sont encore sur Terre, etc. Donc ça déjà c'est assez complexe comme élément. En plus de ça, il y a une autre race qui s'est installée donc dans une autre ville, donc à Oxford. C'est une espèce de ville fantôme où plus personne n'y va. Le gouvernement a dit que donc, la ville a été irradiée ou quelque chose comme ça. Parce que c'est pas vrai. Il y a eu un pacte avec le gouvernement et une race qui s'appelle les Rephaim. C'est une race venue d'un autre monde. Parce qu'il y a un portail un voile qui fréquemment s'ouvre entre notre monde et enfin le monde de Paige plutôt, même si c'est notre monde, mais bon, le monde de Paige et le monde des Rephaim, parce qu'il y a trop d'âmes de fantômes quoi, qui sont sur Terre, si j'ai bien compris, et ça fait qu'il y a le voile entre les morts et les vivants est trop fin, et bref, ça a créé un je sais pas quoi dans continuum espace-temps, je ne sais pas, enfin bon bref. Et il y a ces Rephaim là qui sont arrivés sur Terre. Les Rephaim combattent les Émimes, qui est une autre race, créature, qui se nourrissent qui les tuent, qui tue les Rephaim, qui tue les humains. C'est une race destructrice quoi. Alors c'est assez compliqué hein, toutes ces histoires de races là qui viennent d'un autre monde. Vous voyez déjà il y a l'histoire des clairvoyants et après il y a l'histoire des Rephaim qui se rajoute à ça. Donc Paige dans le
dans le chapitre 1, je vous mens pas, c'est dans le chapitre 1, Paige se fait capturer parce que on a découvert que c'était une clairvoyante, donc elle est censée mourir, sauf que non, elle ne meurt pas, elle est envoyée à Oxford, parce que comme je vous ai dit, le gouvernement a fait un deal avec les Rephaim, et leur envoie de temps en temps des humains qui sont clairvoyants, puisque les Rephaim ont besoin des clairvoyants pour affronter les émimes, les espèces de monstres là, que moi je vois un petit peu comme les monstres dans Stranger Things. Je sais pas quoi ils ressemblent, mais dans ma tête ça ressemble à ça. Et donc les Rephaim se voient un peu comme une race de... comme des dieux, quoi, voilà. Pour eux, les humains, c'est leurs esclaves, c'est une sous-race qu'ils utilisent en gros pour... Enfin, comme des pions pour affronter les émimes, parce que les émimes sont attirés par les clairvoyants. Les Rephaim sont aussi des clairvoyants, ils ont des pouvoirs. Mais bon, ils préfèrent envoyer évidemment les humains à l'abattoir plutôt que de mourir eux-mêmes. Paige arrive à Oxford avec un groupe d'humains et ces humains sont dispersés dans plusieurs maisons dirigées par des maîtres. Donc ce sont des esclaves et il y a les maîtres, c'est les Rephaim. Et elle est choisie par un maître qui doit la former pour pouvoir affronter les émimes, là, les créatures cheloues. Je vous en dis pas plus parce que c'est compliqué, vous voyez. Là vraiment je vous dis les bases du truc, je trouvais ça compliqué. Franchement je suis pas ouf convaincue, mais je me dis que potentiellement la suite peut être meilleure. Sachant que le 4e tome est sorti là cette année. 4e et dernier tome si je me trompe pas. Donc c'est une saga, voilà, ça fait un moment je pense qu'elle est dessus, sachant que lui je pense que ça devait être son premier livre à l'autrice. Il est sorti en 2013 en anglais, donc voilà, en 2013, on est en 2021. Son style a dû évoluer aussi, je pense qu'elle a dû enrichir son univers, il doit y avoir quand même des trucs qui se passent, hein, parce qu'il y a encore 3 livres, donc c'est qu'il quand même doit se passer des choses. Donc je lui laisse le bénéfice du doute, je pense que la suite peut être meilleure que le tome 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce livre en commentaire. Je suis curieuse de savoir si vous avez aimé ou pas. Enfin, je sais qu'il y en a qui ont un coup de cœur et je sais pas trop. J'ai du mal à voir pourquoi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas ce livre. Après j'ai lu un petit livre assez court parce que je voulais vraiment me changer les idées après The Bone Season, qui est quand même un pavé de science-fiction fantastique, un univers assez compliqué etc. et assez sombre, donc voilà, je voulais un truc un peu plus léger. Et j'ai décidé de lire The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Ce livre je le trouve très très beau et c'est un cadeau de Amy Bookworm, donc Emily, qui me l'avait offert à mon anniversaire aussi. J'ai beaucoup aimé et d'ailleurs j'ai appris que c'était un tome 1, donc je sais qu'il y a un tome 2 qui va sortir. Dans cette histoire on fait la connaissance de Avery, qui est une jeune femme qui vit avec sa demi-sœur suite à la mort de leur mère. Elles ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts, c'est un peu la galère. Avery est très intelligente, donc elle donne tout ce qu'elle a pour avoir des bonnes notes, pour pouvoir avoir une bourse et aller à l'université. Jusqu'au jour où elle découvre qu'elle est inscrite sur le testament d'un homme qui vient de mourir, un vieil homme qui s'appelle Tobias Hawthorne, qui est en fait un milliardaire. Elle se rend avec sa sœur au manoir Hawthorne, et elle apprend que non seulement elle est sur le testament, mais qu'en plus elle est l'héritière à quasi 100% de toute la fortune et des propriétés du vieil homme. Sauf que elle le connaît pas cet homme, elle l'a jamais vu, elle connaît pas son nom, elle l'a vu en photo, elle le reconnaît pas quoi, elle a jamais entendu parler de lui, etc. Elle s'installe au manoir Hawthorne, mais il y a aussi toute la famille Hawthorne évidemment, qui ont été un peu délaissés dans le testament, donc ils sont pas forcément heureux d'apprendre qu'une inconnue va hériter de tout l'argent et des propriétés et tout et tout. Dans le manoir, il y a 4 garçons qui sont les petits-fils de Tobias. Ils ont été plus ou moins élevés par leur grand-père parce que ils n'ont pas vraiment de figure paternelle. Ils sont tous demi-frères, ils ont la même mère mais ils n'ont pas les mêmes pères et à chaque fois les pères sont absents. Et donc c'est leur grand-père qui les a un peu élevés. Il les a aidés en fait à travailler leur esprit logique, etc. en utilisant pas mal d'énigmes. Toute leur vie, voilà, ils ont dû déchiffrer les énigmes de leur grand-père. Et même après sa mort, eh bien, il y a encore des énigmes autour
d'Avery par exemple. Pourquoi c'est elle qui a hérité de tout. Et Avery se retrouve un petit peu plongée dans cette famille là et elle va à l'aide des frères déchiffrer la dernière énigme de Tobias Hawthorne. Et j'ai beaucoup aimé parce que du coup il y a des indices qui sont décimés, je sais plus comment dire, un peu partout dans le manoir et tout, et voilà, ça fait un petit peu chasse au trésor, c'était plutôt cool. J'ai passé un excellent moment avec ce livre, je lui ai mis 4 sur 5 il me semble. Voilà pour les livres que j'ai lus, ça en fait 4. Je n'ai pas acheté ni reçu de livre en janvier, donc vous pouvez m'applaudir franchement. La fille qui se jette des fleurs elle-même. Non, parce que je suis contente parce que j'ai dit 5 livres lus pour un livre à acheter. Et voilà, en janvier j'en ai lu 4, j'en ai pas acheté un seul. Et je suis franchement contente de moi. J'avais beaucoup trop de livres cool dans ma pile à lire de toute manière pour sentir un manque. Je ne suis pas en manque d'achat de livres ou quoi. Au 1er janvier, j'avais 70 livres dans ma pile à lire. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Si vous voulez voir, je fais un unhaul où j'ai trié ma pile à lire et j'ai enlevé pas mal de bouquins. Au final, j'en suis à 70. Enfin, j'en étais à 70 puisque là, j'en ai eu 4, donc j'en suis à 66. Ça fait plaisir de faire baisser sa pile à lire, franchement, et je me sens pas mal de pas avoir acheté. En fait, je suis pas en manque d'achat de livres ou quoi, ou d'avoir l'impression de passer à côté de trucs, parce que j'en ai plein de sympas. J'espère que vous avez eu de belles lectures au mois de janvier. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre meilleure lecture du mois. Et si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à venir m'en parler, il n'y a pas de souci, on pourra en discuter. J'ai plus de batterie, donc je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite. Bye!